Michel Onfray, bonjour. Je suis absolument ravi de vous rencontrer parce que je suis depuis longtemps votre travail. Quand je dis depuis longtemps, pas depuis que vous êtes connu, mais dès le ventre des philosophes, cynisme, etc., que je trouve, moi qui ne suis pas philosophe, un éclairage sur la vie et sur le cheminement existentiel absolument passionnant. Je vais commencer par une question un petit peu bateau, pardonnez-moi. Vous parlez dans La puissance d'exister, qui résume à un certain moment un petit peu toutes vos visions, à la fois de la politique, de l'éthique, de la conception du monde. Vous parlez non seulement de l'athéisme, mais vous parlez d'un athéisme post-chrétien. Disons, d'une certaine manière, on peut être athée, mais on est encore trop imprégné des valeurs chrétiennes. Quelles seraient ces nouvelles valeurs? Quelles sont ces nouvelles valeurs dans l'athéisme post-chrétien? Ah, une belle et grande question, parce que de fait, on a aujourd'hui un athéisme que je trouve très chrétien, c'est-à-dire des gens qui disent que Dieu n'existe pas, mais qui en fait reprennent la totalité de l'éthique chrétienne, mettons éthique chrétienne entre guillemets, enfin des valeurs chrétiennes, et je me dis, il y a probablement un certain nombre de valeurs qui ne sont pas défendables en tant que telles. On peut prendre par exemple l'idée de l'amour du prochain parce qu'il serait notre prochain. Ce que je ne crois pas, on ne peut pas aimer son prochain s'il n'est pas aimable. Parce qu'on peut dire si effectivement notre prochain est aimable, quel besoin y a-t-il d'inviter à un amour du prochain? Voilà, si quelqu'un est aimable, vous êtes aimable, j'ai envie de vous aimer, il n'y a pas d'obligation éthique à cet endroit-là. En revanche, quand on nous dit qu'il faut que par exemple la victime aime son bourreau, parce que c'est plutôt là que l'éthique fonctionne, parce qu'il y a un devoir d'amour du prochain, parce qu'il est notre prochain, et que dans la bestialité de celui qui a abusé de nous, par exemple, il y a une humanité qu'il me faudrait respecter et prendre en considération en considérant qu'il y a toujours du meilleur dans le pire des hommes et que cette éthique-là, elle nous invite à ne voir que le meilleur et à considérer que, eh bien, il faut pardonner les péchés, aimer son prochain. Ça, je ne pense pas que ce soit défendable. Donc je propose à cette espèce d'égalitarisme éthique qui fait qu'on a un a priori d'amour parce qu'autrui est autrui et que c'est sa seule qualité, et qu'on puisse opposer une éthique qui, elle, soit aristocratique, c'est-à-dire de l'élection, qu'on aime les gens aimables et qu'on n'aime pas les gens qui ne soient pas aimables. Donc, c'est-à-dire construire une éthique relationnelle, savoir à qui on a affaire, démarrer avec la gentillesse, dont je pense qu'elle est une vertu majeure, cardinale et pourtant oubliée, donc faire une proposition hédoniste, a priori, on voit ce qu'autrui fait de cette proposition hédoniste, on peut construire une histoire hédoniste, et à ce moment-là, on entretient une relation qui sera une relation éthique. Et puis si ça ne marche pas, parce qu'on a des délinquants relationnels, parce qu'on a des méchants, parce qu'on a des agressifs, parce qu'on a des gens qui s'engagent sur une chose et qui dans la seconde se désengagent et se trouvent libérés de la promesse qu'ils avaient faite, et à ce moment-là, on fait quoi avec ces gens-là? Donc je ne suis pas pour autant pour leur mettre une gifle, il ne s'agit pas de considérer qu'on devrait être dans la violence, mais je suis pour ce que j'appelle l'éviction, c'est-à-dire l'élection ou l'éviction. L'élection, c'est effectivement, on entretient une relation éthique. L'éviction, c'est de considérer qu'une relation éthique n'est pas possible ou n'est pas pensable avec des gens qui n'ont pas le sens de l'éthique, et donc passer son chemin, les tenir à distance, les mettre à distance, parce qu'ils sont toxiques, nocifs, etc. Donc c'est pas une invitation à détester son prochain, c'est une invitation à l'écarter. Voilà. Bon, on pourrait prendre plein d'autres exemples. Il y a matière à un gros livre sur ce que pourraient être des valeurs post-chrétiennes. En voilà une, par exemple, pour la relation autrui. Relation à soi-même, la question de l'hédonisme. Je ne pense pas, par exemple, qu'il soit bon de donner raison à saint Paul sur la question de la chasteté, sur la question du célibat, sur la question de la détestation de son propre corps, sur l'idée que la sexualité ne serait pas une bonne chose a priori, enfin tout ce qu'on voit c'est chez Paul, enfin les épîtres aux Romains, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, les actes des apôtres, qui disent des choses effrayantes sur le corps, sur le plaisir, sur la jouissance ou ce genre de choses. Donc effectivement, une invitation à la jubilation, la sienne, à celle d'autrui aussi, sans pour autant être dans le narcissisme, trouver la bonne distance, ni une espèce de narcissisme égotiste, ni ce que Nietzsche appelait l'idéal ascétique, c'est-à-dire le refus du corps ou de la chair, mais trouver une bonne politique du corps, je dirais, etc., etc. Aujourd'hui, je pense qu'on vit une époque historique. La planète est confrontée à des impasses écologiques, économiques, financières, sociales. Jamais les inégalités n'ont été aussi douloureuses pour une partie de la population mondiale. Qu'un changement aujourd'hui, ce n'est pas une forme de fin de l'Occident et l'avènement progressif d'une société post-occidentale, post-industrielle, voire post-matérialiste?
Moi, je crois que l'Europe est morte depuis bien longtemps et que c'est parce que l'Europe est morte qu'on a voulu la faire. L'idée de construire une Europe après-guerre en se disant, voilà, on doit pouvoir la constituer avec un pôle qui serait franco-allemand et qui permettrait ensuite d'obtenir une espèce de vision globale d'une grande Europe qui pèserait dans le monde et sur la planète, tout ça n'a pas fonctionné et ne fonctionnera plus. Je pense qu'une civilisation se constitue à partir d'une religion. Et que l'Europe, elle a une date de naissance, c'est l'arrivée de Constantin au pouvoir, c'est-à-dire au début du IVe siècle, et qu'elle a un début de déclin, je veux dire, ou un sommet. Le sommet, c'est le XIIe siècle, ce sont les cathédrales, c'est saint Thomas d'Aquin, c'est la scolastique, là, c'est le grand moment fort, les croisades, quoi qu'on en pense, c'est-à-dire, c'est le grand moment fort du christianisme. Et puis après, on a la Renaissance, c'est-à-dire, on commence à faire reculer un petit peu la religion, la Révolution française, la déchristianisation, enfin une espèce de descente, qui fait que, de fait, le christianisme aujourd'hui, il imprègne encore notre civilisation et notre culture, mais notre culture est décadente. C'est-à-dire on est aujourd'hui à l'équivalent du bas-empire romain, avec des Nérons, avec des personnages, enfin même si Néron n'est pas un personnage historiquement qui correspond à ça, je veux dire des personnages qui sont des espèces d'empereurs décadents, mafieux, on va pas donner de nom propre, mais je veux dire on les a tous en tête, de la Russie à l'Italie en passant par la France, des individus qui se manifestent par des frasques, comme on en rencontre dans la vie des 12 Césars de Suétone. C'est l'échec des Lumières? C'est l'échec d'une certaine idée d'universalisme? Non, parce que je pense que les civilisations sont comme les hommes, les humains. Je veux dire, on a une naissance, une croissance, on a un moment d'acmé, un moment d'excellence, et puis il y a une espèce de décrépitude, et puis la vieillesse, puis la disparition, etc. Et les civilisations fonctionnent comme ça. Donc il y a eu Sumer, Assur, Babylone, l'Égypte, il y a eu la Grèce, Rome, et puis l'Europe. Et on pourra dire de l'Europe, date de naissance, date de décès, et puis on s'entend sur les dates, comme on veut. Moi, je dis, voilà, l'arrivée de Constantin au pouvoir, et puis peut-être qu'on peut imaginer que la fin de l'Europe, c'est peut-être la guerre 14-18. On peut imaginer que la guerre 14-18, par la boucherie que ça a pu être, une boucherie... c'est déjà la fin de l'Europe. Oui, pour moi... Plutôt que le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin. Ah non, ça, après, tout vient après. Je pense que le XXe siècle ne s'explique qu'à partir de la guerre 14-18. C'est parce qu'il y a eu la blessure allemande de la guerre 14-18 qu'il y a eu l'espèce de réponse fasciste, national-socialiste, la montée des périls, plus... Hitler au pouvoir, c'est parce qu'il y a eu ça qu'il y a eu une réponse bolchevique, et puis qu'il y a eu, etc. Enfin, l'articulation, elle est facile à voir. C'est-à-dire, la guerre, la révolution, la contre-révolution fasciste, et puis le fonctionnement communiste de l'Europe jusqu'en 89. Et on en est là, c'est-à-dire une espèce de décrépitude totale, avec l'idée qu'aujourd'hui, effectivement, le monde est petit, mais que ceux qui vont faire l'avenir ne sont pas européens, c'est clair. Absolument. Vous avez la Chine, vous avez les pays émergents, l'Inde, vous avez le Brésil, et on peut même imaginer que l'Occident s'effondre en même temps que l'Amérique, ou l'Amérique, les États-Unis s'effondrent en même temps que l'Occident, parce que c'est la queue de l'Europe, je dirais, les États-Unis, et que ça ne va pas mieux non plus pour eux. On voit bien que l'essentiel est ailleurs. Vous avez écrit il y a quelques années un très beau livre, Politique du rebelle. Se rebeller pour vous résister aujourd'hui, est-ce que c'est contre, comme le disent certains, l'anthropologie capitaliste qui irrigue les âmes comme les corps, qui assigne l'homme à une fonction exclusive de producteur-consommateur? Est-ce que ça, c'est un des combats aujourd'hui importants? Oui. C'est le combat, me semble-t-il. Politiquement, c'est le combat antilibéral. Le libéralisme, c'est le marché qui fait la loi. Entendons-nous sur une définition extrêmement simple. Le capitalisme, c'est un mode de production privé des biens. Et quelque chose à quoi on ne peut pas échapper, me semble-t-il. Le capitalisme, il existe depuis qu'il y a des coquillages précieux dans les grottes préhistoriques, et que, effectivement, un beau coquillage est supérieur à un coquillage qui n'est pas joli. Donc c'est la valeur, c'est la rareté, c'est la richesse. Donc il y a une modalité préhistorique du capitalisme. Il y a une modalité bolchevique du capitalisme avec la révolution russe. Il y a aujourd'hui une modalité écologiste. On sait bien qu'il y a un capitalisme vert, et que donc je ne pense pas qu'on puisse échapper au capitalisme. Je pense simplement que c'est l'épithète qui est à mettre en perspective. Le capitalisme ceci ou le capitalisme cela. Et que le capitalisme libéral, voilà l'ennemi. Pour l'aspect libéral, c'est-à-dire pour l'aspect le marché fait la loi. Donc le marché fait la loi dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les casernes, dans les maisons d'édition, dans la culture, etc. Et alors là, effectivement, on se dit ça ne va pas. Ce que doit vouloir, ou par exemple dans le nucléaire, puisqu'on en parle aujourd'hui, il y a des gens qui sont contre le nucléaire, mais ils devraient se dire que le problème, il n'est pas forcément dans le nucléaire, il est peut-être dans la gestion libérale du nucléaire.
C'est-à-dire que si une centrale nucléaire elle est remise entre les mains de privés, on sait très bien qu'on va essayer d'avoir un minimum d'investissement pour un maximum de rentabilité. Donc on va prendre des risques sur la sécurité, qu'on va faire des choses qu'on ne devrait pas faire, qu'on va mettre sur le coup des entreprises privées qui, elles aussi, ont besoin de faire de l'argent avec ce genre de choses. Alors qu'on doit se dire, attention, c'est ultra dangereux, la sécurité doit faire la loi et non pas le marché. Et à ce moment-là, on doit nationaliser tout ce qui est énergie nucléaire et puis considérer que la sécurité, elle doit être majeure dans une centrale nucléaire. Dans un hôpital, c'est la même chose. Quand on se voit aujourd'hui que celui qui fait la loi dans un hôpital, c'est le comptable, et qu'il nous fait savoir que, eh bien, on ne fait pas ce type d'opération parce que ça coûte cher, parce que c'est pas rentable, parce qu'il y a une mortalité importante et qu'on ne veut pas avoir des chiffres de mortalité et qu'on se dit, on les met dans un autre endroit, on se débrouille pour ne pas les opérer, on ferme des services ou ce genre de choses. C'est la santé publique qui doit faire la loi dans un hôpital, etc., etc. Donc je pense que la résistance aujourd'hui, elle doit se faire au libéralisme et au marché qui fait la loi partout. Pensée de midi, votre très beau livre sous-titré Archéologie d'une gauche libertaire. Vous avez une très belle formule en disant « Je me refuse à choisir entre Sartre et Aron, je choisis Camus ». En quoi est-ce qu'Albert Camus et d'autres éventuellement peuvent nous aider à concevoir, à penser cette résistance, cette rébellion ? Il y a une historiographie dominante en matière de philosophie, c'est une historiographie idéaliste, spiritualiste, et puis il y en a une autre qui est l'idéologie marxiste qui fait encore la loi. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui Camus à partir de Sartre. Et Sartre comme le bolchevique emblématique qui n'a cessé d'être. Et aujourd'hui, il y a un nombre de lieux communs qui sont ressassés sur Camus, du philosophe pour classe terminale au littéraire, etc., qui sont des lieux communs sartriens, bolcheviques, qui font l'économie de la lecture de Camus. Les gens connaissent Camus, mais ils ne l'ont pas lu. Et les gens qui ont lu Camus ont éventuellement lu L'Homme révolté, le mythe de Sisyphe ou quelques romans, mais ils ont rarement lu ses interventions dans la presse. Et la politique de Camus, elle se trouve explosée. Elle est large, elle n'est pas exclusivement sur la guerre d'Algérie. Ah non, elle est extrêmement large. C'est-à-dire ça va de misère en Kabylie dans les années 30 jusqu'au soutien d'anarchistes peu de temps avant sa mort, puisqu'il écrivait un texte pour une revue anarchiste d'Amérique du Sud, en passant par un certain nombre de soutiens. Il a critiqué la Chine, il a critiqué les pays de l'Est, il a défendu le fédéralisme, il a défendu l'Europe, la fin des nations. Il y a une prise de position politique. Il a parlé du pacifisme, de Gandhi. Il a défendu la cause des objecteurs de conscience. Enfin, c'est considérable critiquer le nucléaire. Simplement, comme il n'a pas fait un livre sur ce sujet-là, comme il n'y a pas un livre qui serait la politique de Camus, on n'en parle pas et on ne connaît pas. Et même quand on a lu L'Homme révolté, on l'a lu avec en tête la polémique avec les temps modernes, avec Jean-Paul Sartre, et on se dit la critique du communisme, il était donc anticommuniste, un anticommuniste est un chien, ou c'est donc un type de droite, etc. En oubliant que la conclusion de ce livre fait l'éloge de l'anarcho-syndicalisme. On oublie que dans L'Homme révolté, la positivité de l'homme révolté, il y a la part critique bien sûr, mais la part positive, c'est l'éloge de l'anarcho-syndicalisme. Et cette vision marxiste des choses qui a consisté à dire il y a un socialisme, le socialisme marxiste, et tous les autres sont des socialismes utopiques, et on met dans un même sac Fourier, Proudhon, tous les autres. Tout auteur que vous expliquez, William Godwin, Owen, vous expliquez bien votre contre-histoire de la philosophie. Et donc Camus est une espèce de socialiste utopique, et plutôt utopique que socialiste, et puis l'affaire est réglée. Moi je dis non, pas du tout, c'est un socialiste proudhonien. On pourrait le voir avec la question de l'Algérie par exemple, où il propose le fédéralisme, le mutualisme, la disparition des nations, la coopération, enfin quelque chose d'assez sidérant, plus une Europe qui serait construite avec la Méditerranée, qui elle-même serait en relation avec les grands blocs que serait l'Amérique du Sud, etc. Donc il y a une vraie pensée politique chez Camus, une vraie philosophie politique qui est un peu inédite et méconnue et qui, à mon avis, est une solution pour aujourd'hui. Je pense que les gens qui disent on a essayé le communisme, on a le libéralisme et rien de tout ça nous va, j'ai envie de leur dire essayez un socialisme libertaire et vous verrez que parfois on peut faire la révolution sans prendre le pouvoir, qu'il y a la possibilité aujourd'hui de résister, de se rebeller, de faire tomber des choses sans qu'on ait pu croire qu'un jour elles puissent tomber. Regardez la Tunisie, l'Égypte, etc. Qui aurait pu dire que... Et cette invitation libertaire à dire au peuple ne consentez plus
à la domination sur laquelle, qui est la vôtre, et puis quand vous serez, la belle phrase de la Boétie, soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre, et quand vous serez convaincu que le pouvoir n'existe que parce que vous y consentez, n'y consentez plus, vous verrez, il n'y aura plus de pouvoir, eh bien on voit que ça marche. Quelle est la différence que vous faites entre le socialisme libertaire et la social-démocratie classique, qui est un peu l'entre-deux entre le communisme et le libéralisme? Et une deuxième sous-question, il y a, sans être caricatural, il y a quand même une fracture assez forte mise en avant entre les élites mondialisées, ici à Bruxelles, de la Commission européenne jusqu'au patron des grandes multinationales, et le peuple que considère souvent de manière un petit peu vulgaire. On peut être populaire sans être populiste, on peut être démagogue. Ah oui, oui, absolument. Alors, votre première question est une très belle question, qui plus est sur Camus, puisque c'est vraiment l'espèce de lieu commun sur Camus aujourd'hui. Quand vous prenez la biographie de Lautmann et quand vous prenez la biographie de Todd, qui se contente souvent de la reprendre avec l'idéologie dominante, c'est Camus, social-démocrate. On oublie simplement qu'il y a chez lui une éthique de conviction et une éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, elle est libertaire. L'éthique de responsabilité, elle est très concrète. C'est on vote pour qui ? Est-ce qu'on vote d'abord et la réponse est oui, bien sûr. Camus dit c'est ridicule de refuser de voter parce qu'on serait anarchiste. Évidemment, c'est pas parfait d'avoir celui-ci plutôt que celui-là, mais c'est sûrement mieux d'avoir celui-ci plutôt que celui-là. Donc on vote, donc on s'engage. Donc effectivement, sur la question de l'Algérie, il a fait l'éloge de Mendès France en disant qu'il voterait Mendès France. Et ça suffit pour qu'on puisse dire il est un social-démocrate. Un social-démocrate est quelqu'un qui dit que le capitalisme est indépassable, que sa formule libérale est nécessaire et que finalement le réformisme suffira bien. Alors après, on pourrait dire, mais c'est dans la dose de réformisme qu'on voit la différence entre le social-libéral, enfin le socio-libéral ou le socio-démocrate, et puis le libertaire. Vous avez des espèces de petites réformettes qui donnent l'impression qu'on va changer les choses. Le Parti socialiste en France qui dit, avec nous, ça va être la révolution, on va faire à peu près la même chose quand même, parce qu'on voit bien que sur la question des retraites, la gauche aurait fait la même chose que Sarkozy, et laisse Sarkozy faire, parce que c'est bien mieux quand c'est la droite qui le fait plutôt qu'elle-même. Donc on voit bien que le réformisme, il est extrêmement modeste et qu'il est le cache-sexe en fait de la gestion capitaliste du moment, alors que le libertaire est quelqu'un qui veut des réformes pour le coup radicales. Et des réformes radicales, ce sont des révolutions. Donc considérer que sur des points majeurs, par exemple la représentativité, ce qui me permet de passer à la deuxième partie de votre question, populaire, populiste, démagogue et démocrate, on voit bien aujourd'hui effectivement qu'il y a une vraie rupture entre les élites et le peuple, et vous me pardonnerez de prendre un exemple français, mais quand les Français ont voté contre le traité constitutionnel européen, ils ont dit non. Mais le traité de Lisbonne est en vigueur. Voilà. Qu'a fait le chef de l'État? Il a dit qu'il aurait fallu voter oui. Vous n'avez pas voté oui, eh bien nous allons rassembler le Sénat et l'Assemblée nationale. Eux vont voter, on sait très bien qu'ils voteront pour, puisque justement ils sont les représentants de l'élite nationale, et ils ont voté oui, et alors le peuple a dit non, mais on a dit on va punir le peuple d'avoir dit non en disant à ses prétendus représentants qu'il faut dire oui, et l'affaire s'est trouvée réglée, c'est-à-dire qu'on a méprisé totalement le peuple dans cette aventure. Celui qui s'en viendrait dire mais on a méprisé le peuple dans cette aventure, il s'entend dire quoi par les élites? Qu'il est populiste, qu'il est démagogue. Et moi, je pense qu'il est très honorable d'être le tribun de la plèbe. Moi, le tribun de la plèbe, il a plutôt ma sympathie. Et je trouve que la plèbe, elle n'est pas détestable. Simplement, aujourd'hui, le peuple, il n'existe pas. On fait l'économie du peuple. Pourquoi est-ce qu'aux avant-dernières présidentielles, Le Pen est présent au deuxième tour? Le Parti communiste fait 2% au premier tour. Le Pen se retrouve sans un seul député à l'Assemblée nationale, 0 député alors qu'il fait 30% au deuxième tour, et que le Parti communiste qui fait 2% a 20 députés. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais... Alors, il ne s'agit pas de défendre Le Pen, mais... En Belgique, ce ne serait pas possible, parce qu'il y a un système proportionnel. Voilà. La proportionnelle méprise moins le peuple qu'une espèce de bipartisme qui fait qu'au bout du compte, le bipartisme, ça va être une droite libérale ou une gauche libérale. Et que quiconque n'est pas libéral n'a pas la possibilité aujourd'hui d'accès au levier de commande. Ce qui fait effectivement qu'il y a une espèce d'énervement du peuple qui dit mais on nous demande ce qu'on veut et on dit ce qu'on veut puis on dit après on va rien faire de ce que vous voulez et on va demander aux élites de corriger votre vote, et il y a un énervement qui se trahit d'une part par l'abstentionnisme, du genre on ne croit plus à ça quoi, ou après par l'investissement dans le protestataire.
Et effectivement, quand on a un protestataire comme Marine Le Pen qui, elle, subvertit totalement le discours de son père et qui se met à défendre l'État, les fonctionnaires, la laïcité, qui défend les retraites, qui défend l'école. Et alors là, on se dit, mais c'est un discours que la gauche aurait dû défendre et ne défend plus depuis très longtemps. La nation. C'est-à-dire la nation, quand on dit la nation aujourd'hui, on est fasciste, c'est Le Pen, c'est Pétain, c'est Vichy, c'est tout ça. On a juste envie de dire, mais attendez, c'est Jaurès qui disait que la nation était le seul bien d'un peuple qui n'avait rien à lui ou rien pour lui. C'était la seule propriété d'un peuple qui était démuni de tout. Est-ce que Jaurès aurait voté Marine Le Pen? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je pense aujourd'hui que le mépris du peuple, moi j'en viens du peuple. Mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, mon frère travaille à l'entretien du matériel dans une carrière, sa femme est cantinière, donc je le connais le peuple. Je sais les difficultés qu'il a à vivre, je sais qu'il ne peut pas aller au cinéma, aller au restaurant, emmener ses enfants en vacances, parce que c'est pas possible, parce qu'ils travaillent beaucoup quand ils ont du travail, quand ils ont en plus de ça d'avoir de la chance de travailler, beaucoup, ils sont mal payés et ils se disent mais nos représentants ne nous représentent pas. On n'a personne pour parler à notre place, pour dire on a le souci des pauvres, des misérables. On dit ouais, enfin bon, on a toujours le souci des sans-papiers, des immigrés, c'est bien, il y a toujours des artistes, des comiques, des acteurs qui défendent les cas des sans-papiers, etc. Mais le prolétariat, il existe encore, le prolétariat, quoi qu'on dise. On dit oui, mais ça c'est le sous-prolétariat. Mais bien sûr qu'il faut aussi défendre le sous-prolétariat et qu'il n'est pas question d'oublier les sans-papiers, les immigrés. Évidemment qu'il ne faut pas oublier cette partie-là du prolétariat. Mais l'autre partie du prolétariat, plus personne ne parle d'elle. On dit mais non, elle n'existe plus, cette classe sociale. Il n'y a plus de prolétariat. C'est pas vrai, il n'y a plus d'usines. Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus d'usines qu'il n'y a plus de prolétariat. Tous ces jeunes qui sont surdiplômés, qui s'en vont faire des stages dans des endroits où on ne les paie pas, où éventuellement ils sont obligés de payer pour faire des stages, ils font partie du prolétariat. On n'en parle jamais de cela. Il y a les ouvriers qui sont en fin de droit, qui sont obligés. Moi, je travaille avec un ami dans un jardin de réinsertion sociale. On les voit arriver, ces gens-là, qui sont à 2 ans, 3 ans de la retraite et d'un seul coup plus rien, plus d'argent, terminé, fini, qui parle de ce peuple-là, de ce prolétariat-là dans la classe politique aujourd'hui? Personne, parce qu'ils savent bien en plus de ça que ce ne sont pas des électeurs. Les jeunes, ils en ont marre de la politique politicienne. On voit l'abstention d'ailleurs aux élections. Voilà, ces gens qu'on voit au jardin là, régulièrement, dans le jardin de réinsertion, sont des gens qui ne vont pas voter. Ils disent mais voter pour qui ou pourquoi? Tout le monde s'en fout de nous, personne ne parle de nous, personne ne nous représente. Et vous avez une Marine Le Pen qui arrive et qui disait de la pauvreté, la misère, la souffrance quotidienne, le pouvoir d'achat des gens aujourd'hui. Et d'un seul coup, on se dit, bah, elle a raison. Henri Bergson disait il faut sortir la philosophie de l'école pour la mettre dans la vie. Lire aujourd'hui Lucrèce, Spinoza, Nietzsche et Michel Onfray, à quoi ça sert fondamentalement pour mieux vivre? Mais justement, à mieux vivre. C'est-à-dire que vous avez des propositions existentielles, c'est-à-dire comment vivre autrement, mourir différemment, souffrir, aborder le monde, la question de l'être ou de l'avoir. Est-ce que les honneurs, les richesses, le pouvoir, c'est important? Ou est-ce que la construction de soi, la construction de son individualité comme quelque chose de droit, de rectiligne, c'est pas plus important? Où sont le bien et le mal? Quelles sont les valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui? Qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que l'amour? C'est quoi un couple? La sexualité, comment ça se pratique, etc. Toutes ces questions existentielles concrètes, elles se trouvent chez des philosophes existentiels et concrets. Vous avez cité Montaigne, vous avez cité Spinoza ou Nietzsche, ce sont des penseurs existentiels. Beaucoup moins Kant, ou beaucoup moins Hegel, par exemple, ou beaucoup moins Fichte, ou beaucoup moins d'autres individus qui sont des théoriciens du concept, ou Heidegger, par exemple, qui est impraticable au sens étymologique. Qu'est-ce que ça veut dire mener une vie heideggerienne? Ça n'a aucun sens. Mais mener une vie stoïcienne, une vie épicurienne, une vie cynique, au sens de Diogène de Sinope, une vie hédoniste, au sens d'Aristippe, etc., ça a un sens. Donc c'est une façon de dire aux gens, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, parce qu'a priori elle est insensée, étymologiquement elle n'a pas de sens, a posteriori elle aura le sens que vous lui donnerez, et la philosophie aide à donner du sens à sa vie.